Romain Molina. En ce moment, il est partout. Mbaye, Diomandé, la FIFA, l'Argentine, la RDC. Une affaire sort à peine qu'une autre arrive derrière. Et à chaque fois, c'est le même phénomène. Une vidéo, des réactions, des extraits qui tournent, des gens qui prennent la parole, des influenceurs qui s'en mêlent, des annonces quelques jours avant, des rendez-vous donnés à l'avance et parfois même des produits estampillés autour de l'affaire. À ce stade, il faut peut-être arrêter 2 secondes de regarder uniquement ce que Molina raconte et commencer à regarder comment Molina fonctionne, parce qu'on parle beaucoup de ses révélations, mais beaucoup moins de ce qu'il y a derrière. Comment tout ça est organisé, comment il gagne sa vie avec ça, pourquoi son audience continue de grossir, comment son réseau fonctionne, qui lui transmet toutes ces informations et surtout, à qui profite réellement tout ce vacarme. Parce qu'il y a un truc assez fascinant avec Romain Molina. Plus il dénonce le système, plus il devient lui-même un acteur incontournable du système. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on ne va pas chercher aujourd'hui une théorie fumeuse sur un mystérieux groupe qui contrôlerait Molina. On n'a pas besoin de ça. On va simplement prendre ce qui est visible, ses vidéos, ses annonces, ses livres, sa communication, son audience, son réseau, ses méthodes, et regarder ce que ça raconte. Parce qu'au bout du compte, derrière les révélations, il y a aussi un business. Et peut-être même quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Première chose à comprendre, Romain Molina n'est plus simplement un journaliste qui publie des enquêtes. Aujourd'hui, son nom est devenu une véritable marque médiatique. YouTube, Facebook, X, les lives, les livres, les annonces avant certaines prises de parole, tout ramène à Molina. Et ça change la valeur d'une révélation. Une enquête, ce n'est plus seulement une information publiée puis oubliée 2 jours après, c'est du contenu qui peut générer des vues, attirer des abonnés, vendre des livres, renforcer sa notoriété et surtout agrandir son réseau. Attention, ça ne veut pas dire que ces révélations sont fausses, il faut simplement regarder le modèle économique qui s'est construit autour. Molina possède une audience, une communauté et une réputation. Tout ça constitue un capital. Et comme n'importe quel créateur indépendant, il peut transformer ce capital en revenu. Mais le plus intéressant n'est peut-être même pas l'argent généré par une vidéo. C'est l'effet boule de neige. Une grosse affaire attire du public. Une partie reste. Cette audience augmente sa portée. Et plus sa portée augmente, plus son prochain dossier peut toucher de monde. Il n'attend donc plus qu'un grand média décide de publier son travail. Il peut annoncer, publier, relancer et commenter directement devant son audience. En clair, Molina ne raconte plus seulement les histoires. Il possède aussi une partie de la machine qui permet de les raconter. Et c'est là qu'arrive le deuxième élément, le feuilletonnage. Regardez la mécanique. Une affaire apparaît, puis une annonce. Ensuite, une première révélation. Les réseaux s'enflamment, des personnes réagissent, de nouveaux témoignages arrivent, puis Molina revient avec de nouveaux éléments. Et parfois, avant même la prochaine prise de parole, on sait déjà qu'il va y avoir une suite. C'est très différent d'une enquête publiée une fois, puis remplacée par l'actualité suivante. Ici, l'affaire peut devenir une histoire à épisodes, et pour YouTube, c'est extrêmement puissant. Celui qui a regardé l'épisode 1 a une raison de revenir pour l'épisode 2. Pendant ce temps, le sujet circule sur X, Facebook, TikTok ou dans les communautés de supporters. Et surtout, son audience participe elle-même à la diffusion de l'affaire. Le scandale devient donc un produit médiatique, pas parce qu'il serait inventé, mais parce qu'une même information peut vivre beaucoup plus longtemps et être déclinée sous plusieurs formes. Une révélation peut produire des vues, aujourd'hui attirer des abonnés, provoquer de nouveaux contacts et préparer les prochaines révélations. Et là, on commence à comprendre quelque chose. Plus Molina fait parler de lui, plus il devient intéressant pour ceux qui ont quelque chose à lui raconter. Plus ces gens lui parlent, plus il peut alimenter le prochain épisode. La machine commence alors à s'auto-alimenter. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir si Romain Molina raconte de bonnes ou de mauvaises histoires. La vraie question, c'est de comprendre ce qu'il est devenu. Comment un journaliste indépendant a-t-il pu construire autour de ses révélations une véritable machine médiatique? Et surtout, qui profite réellement de cette machine? Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de décryptage, pensez à lâcher un petit like et dites-moi en commentaire votre avis sur Molina. Parce que justement, la suite est
probablement la partie la plus intéressante. Son véritable patrimoine, ce ne sont peut-être pas ses livres ou ses revenus, c'est son réseau. Des joueurs, des agents, des dirigeants, des salariés de fédération, des avocats, des victimes, des lanceurs d'alerte. Avec les années, il a accumulé des contacts partout et là, on entre dans un cercle assez puissant. Plus Molina publie, plus les gens savent qu'il est capable de sortir une affaire. Donc plus ils ont intérêt à venir lui parler. Et plus il reçoit d'informations, plus il peut publier. Mais il faut aussi comprendre une chose. Une source ne parle jamais forcément uniquement pour faire éclater la vérité. Elle peut vouloir dénoncer une injustice, mais elle peut aussi vouloir se protéger, régler ses comptes, affaiblir un dirigeant ou favoriser un autre clan. Ça ne signifie absolument pas que Molina est contrôlé par ces personnes. Ça signifie simplement qu'une information peut avoir plusieurs intérêts derrière elle, et quand vous devenez le point de passage de toutes ces informations, vous devenez forcément un acteur des rapports de force, même sans le vouloir. À qui profite le vacarme ? Et c'est là qu'on arrive à la question qui me paraît vraiment intéressante. Quand Molina déclenche une tempête avec une révélation, qui gagne quoi ? Lui, évidemment, sa visibilité augmente, son audience progresse, ses contenus sont davantage regardés et son influence grandit. Mais il n'est pas le seul. Pour une victime ou un lanceur d'alerte, avoir accès à une personne capable de donner une énorme visibilité à son histoire peut être déterminant. Et puis il y a un troisième acteur, beaucoup plus difficile à identifier, les gens qui peuvent utiliser une révélation dans leurs propres intérêts. Imaginez une fédération où plusieurs clans s'affrontent, mais non. Si quelqu'un transmet des documents compromettants sur son adversaire, l'information peut être vraie tout en servant parfaitement une guerre interne. Et c'est là toute la subtilité. Le fait qu'une information soit réelle ne signifie pas que toutes les personnes qui la transmettent sont désintéressées. Mais il y a encore plus troublant. Après certaines révélations extrêmement lourdes, pourquoi certaines institutions semblent-elles continuer comme si de rien n'était ? Pourquoi certains dirigeants survivent-ils ? Pourquoi certaines affaires provoquent-elles une réaction énorme pendant quelques jours, puis disparaissent ? Et finalement, est-ce que Molina fait réellement tomber le système ? Ou est-ce qu'il devient parfois un élément supplémentaire dans les rapports de force qui existent déjà à l'intérieur de ce système ? C'est là que son influence devient beaucoup plus intéressante que ces simples révélations. Et finalement, après tout ça, il faut revenir à la question de départ. Romain Molina représente quoi aujourd'hui ? Parce que si on additionne tout, le résultat est assez impressionnant. Un journaliste, un auteur, un créateur YouTube, une audience, un réseau de sources et surtout une capacité à faire circuler une affaire très rapidement. Son véritable patrimoine, ce n'est donc peut-être pas ses livres ou ses revenus, c'est son influence. Et attention, dire que Molina gagne de l'argent grâce à son activité ne veut évidemment pas dire qu'il invente des scandales pour gagner de l'argent. Il a une famille, des charges, et comme n'importe quel indépendant, il doit vivre de son travail. Le problème serait de faire semblant que cette dimension économique n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, une révélation peut générer des vues, attirer des abonnés, vendre des livres, renforcer sa réputation et surtout lui apporter de nouvelles sources. Et là, la boucle devient puissante. Plus il publie, plus on le regarde. Plus on le regarde, plus on lui parle. Plus on lui parle, plus il reçoit d'informations. Et plus il reçoit d'informations, plus il peut publier. C'est ça, son véritable empire. Pas forcément un empire financier ou politique, mais un empire d'attention. Et forcément, ça pose la question de son indépendance. Est-ce qu'il est contrôlé par quelqu'un ? Rien de public ne permet de l'affirmer. En revanche, est-ce que certaines personnes peuvent avoir intérêt à lui transmettre des informations ? Évidemment. Un dirigeant peut vouloir faire tomber un rival, un salarié peut vouloir dénoncer une pratique, une victime peut chercher de la visibilité. Un lanceur d'alerte peut le vouloir être enfin entendu. L'information peut donc être vraie, tout en servant les intérêts de celui qui la transmet. Et c'est là toute la subtilité. Molina peut ne pas être manipulé, tout en étant utilisé comme levier dans certaines guerres internes. Mais il y a un autre paradoxe. Une révélation peut faire énormément de bruit sans forcément transformer le système. Les réseaux s'enflamment, les médias reprennent, les supporters réagissent, puis quelques jours plus tard, tout le monde passe au dossier suivant. Et finalement, voilà peut-être la limite de cet empire. Révéler n'est pas forcément changer. Molina peut contrôler le récit autour d'un système sans avoir le pouvoir de changer ce système. Et c'est précisément ce qui rend son phénomène aussi fascinant. Parce qu'aujourd'hui, il ne raconte plus seulement le football.
Il participe à la manière dont le football est raconté. Au final, Romain Molina n'est peut-être ni le grand manipulateur que certains imaginent, ni simplement le journaliste solitaire qu'on présente parfois. Il est devenu quelque chose de plus complexe, une puissance médiatique qui aborde des réseaux de pédocriminalité dans le foot au Gabon, des corruptions et détournements, les championnats qui n'ont pas de haut-parleurs comme Ligue 3, Ligue 2, D2 portugaise, construites autour de l'information, de l'audience et du réseau. Ces révélations peuvent être utiles, nécessaires même, mais comprendre son business, ses intérêts et les jeux d'influence autour de lui permet aussi de regarder ses enquêtes avec un œil beaucoup plus lucide. Alors maintenant, dites-moi, journaliste, média ou véritable puissance d'influence, je vous lis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine sur Playoff Football Africain.